Alexander Hamilton et le système américain d'économie politique, deuxième partie, rapport sur le crédit public. Depuis 35 ans, depuis le thatcherisme et ses avatars, les marchés financiers et les gouvernements d'Amérique du Nord et d'Europe n'arrêtent pas de répéter qu'un bon gouvernement ne doit pas avoir de dette, qu'il doit couper dans ses dépenses, que la santé, l'éducation, les divers services à la population sont moins importants que d'arriver à un déficit zéro. En fait, ces gouvernements montrent soit qu'ils sont incompétents et qu'ils ignorent tous les principes du système américain d'économie qu'avait développé Hamilton, ou soit qu'ils sont simplement à la solde de ceux qui payent l'économie de leur pays et de leur nation, c'est-à-dire de l'Empire britannique et de ses complices à Wall Street et ailleurs. Un coup d'œil sur le rapport sur le crédit public, écrit par Alexander Hamilton en janvier 1790 pour le Congrès américain, le démontrera. Après la victoire américaine contre l'Empire britannique, il y eut une longue période de 6 années, pendant laquelle l'avenir des 13 colonies restait indéterminé. Convenait-il d'unir les 13 colonies sous un seul gouvernement? Et dans ce cas, fallait-il les joindre par un gouvernement central fort ou par un gouvernement où la plus grande partie du pouvoir serait déléguée aux différents États? Et alors, quel type de gouvernement fallait-il créer? Un système parlementaire, comme le système britannique qu'ont adapté aujourd'hui, quoique souvent sans monarchie, une grande partie des pays de la planète? Ou est-ce qu'une nouvelle forme de gouvernement pouvait être créée qui permette un réel débat sur les questions importantes, de façon à ce que la raison puisse jaillir des discussions et qu'elle puisse s'imposer? Et pendant que se déroulaient ces discussions profondes et nécessaires dans lesquelles Alexander Hamilton jouait un rôle prépondérant, la situation économique des 13 colonies américaines était terrible. Suite à la guerre révolutionnaire, la plupart des États, ainsi que le gouvernement temporaire de l'Union, étaient au bord de la faillite, incapables qu'ils étaient de rembourser la dette qu'ils avaient contractée envers leurs citoyens, aussi bien qu'envers l'étranger. Cela signifiait que beaucoup de citoyens américains se retrouvaient dans l'embarras, voire dans la misère, faute d'avoir été remboursés. Mais cela signifiait aussi que toute l'activité économique du pays était entravée. Les citoyens ne pouvaient plus investir dans leur entreprise. Le gouvernement des États ne pouvait plus lancer de grands projets d'infrastructure et la valeur des terres avait baissé de 25 à 50%. De plus, étant donné que 6 ans après la victoire, le gouvernement de l'Union et celui des 13 États n'avaient pas respecté leur engagement envers leurs créanciers, la valeur de leurs obligations avait subi une grave dévaluation. Aussitôt la Constitution ratifiée et Alexander Hamilton nommé secrétaire au Trésor, ce dernier s'attaque à ce problème avec son rapport sur le crédit public, qui répond à une demande du Congrès américain qui veut savoir comment le nouveau gouvernement fédéral doit agir pour préserver le crédit public, car les membres du Congrès sont conscients que celui-ci est de la plus haute importance pour l'honneur et la prospérité du pays. Hamilton commence en disant que la question de préserver le crédit public est vitale, car il viendra toujours un moment, par exemple une guerre, où un État devra pouvoir emprunter, et alors il est crucial qu'il puisse le faire dans les meilleures conditions possibles. Or cela ne peut se produire que si son crédit est bon, que si sa bonne foi ne peut être mise en doute, ce qui implique que les présentes dettes doivent être honorées ponctuellement. Faute d'avoir un bon crédit, non seulement il devra payer cher ses emprunts, mais encore les contrats qu'il signera pour des denrées ne devant être payés que plus tard auront aussi un coût beaucoup plus élevé. Pour Hamilton, la dette doit être repayée afin 1. De créer une confiance dans l'État, 2. De promouvoir la respectabilité, 3. D'observer la justice, 4. De restaurer la valeur des terres, 5. De fournir de nouvelles ressources à l'agriculture et au commerce, 6. De cimenter la nouvelle union des 13 colonies, 7. D'ajouter à la sécurité de l'Union, et finalement, d'établir l'ordre public sur la base d'une politique juste et libérale. Hamilton ajoute que la question de repayer la dette n'est pas qu'une question pratique, c'est aussi une question d'obligation morale, où la vertu publique permet le bonheur public. La dette est le prix de la liberté et elle doit être repayée.
Hamilton propose alors de payer la pleine valeur des obligations de l'État aussi bien pour les créanciers étrangers que pour les Américains. Il déclare que le simple fait que le gouvernement garantisse de payer la dette dans son intégrité ferait remonter la valeur de ses obligations. Il dit que de cette façon, cette dette se transformerait en capital. Autrement dit, le seul fait de garantir la dette à sa pleine valeur serait comme l'injection d'une énorme masse de crédit dans l'économie. Pas besoin d'accroître l'austérité ou de hausser les taxes pour payer la dette comme le proposent nos politiciens d'aujourd'hui. La dette, un inconvénient, devient ainsi une chose positive. Grâce à cette façon de voir, les obligations du gouvernement augmentèrent rapidement, reprenant plus de 50% de valeur et revenant à leur valeur originale. Cette augmentation de capital permet aux marchands d'augmenter le volume de ses échanges, ce qui lui permet de réduire ses profits sur les denrées. La même chose est vraie du fermier et du manufacturier, qui, en plus, bénéficient de l'amélioration des conditions du marchand. De plus, le fait d'avoir plus de capitaux ferait que l'intérêt sur l'argent diminuerait. Autre avantage de repayer la dette, cela augmenterait le prix des terres et les propriétaires auraient plus de facilité à garder leurs propriétés et à emprunter sur celles-ci, ce qui rendrait encore plus de capital disponible pour la nation. Mais un problème se pose. Pour ce qui est de la dette étrangère, il y a unanimité, les engagements doivent être respectés dans la mesure du possible. Mais pour ce qui est de la dette intérieure, certains proposent qu'il faudrait indemniser ceux qui ont dû vendre à perte et qui se sentent lésés par le gouvernement, et qu'il faudrait peut-être donner moins à ceux qui ont racheté leurs obligations à bon marché. Hamilton répond à cela qu'une telle pratique ne serait pas juste. Ainsi, celui qui a dû vendre à perte a peut-être racheté quelque autre valeur qui a compensé ses pertes. Comment savoir? Quant à celui qui a racheté l'obligation, il l'a racheté sur la base qu'elle valait officiellement ce que le gouvernement avait promis. Comment ne pas respecter cet engagement? Hamilton conclut qu'il faut respecter le contrat original qui est passé avec l'acheteur ou avec ses représentants, autrement il serait impossible d'utiliser la dette comme monnaie. Hamilton va jusqu'à proposer que le nouveau gouvernement américain prenne en charge la dette de chacun des États, ce qui les libérera de l'important fardeau qui les paralysait. Et c'est ce que décidera finalement le Congrès. Commentaire. La conception du crédit des gouvernements de l'Atlantique Nord, celle de l'Empire britannique, est complètement opposée à celle d'Hamilton. Pour eux, comme pour la mafia, la dette est un moyen d'asservir les nations en réduisant l'activité économique et en forçant une austérité de plus en plus grande pour la population. De plus, la dette utilisée pour asservir les nations est souvent illégitime et devrait simplement être répudiée. On peut penser à la dette des pays en voie de développement depuis une quarantaine d'années, qui a été gonflée artificiellement, entre autres, en montant les taux d'intérêt américains à 20% au début des années 80 et en spéculant sur la monnaie des pays les plus pauvres. À cela s'ajoutait le fait que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale empêchaient que ces pays investissent dans les grands projets d'infrastructure et dans les nouvelles technologies, ce qui aurait permis de générer les profits pour repayer la dette. Pour ce qui est des pays industrialisés, sous prétexte d'austérité, on les a aussi empêchés d'investir dans les projets d'infrastructure et dans les nouvelles technologies pour pouvoir combattre l'inflation. Depuis 2008 en particulier, il n'y a de crédit disponible que pour les milieux financiers. Pour Hamilton, Larouche et les BRICS, la dette est encourue en fonction de pouvoir accroître le potentiel productif de la population. Ainsi, à l'été 2014, les BRICS, reprenant une idée de Lyndon LaRouche, lançaient une banque de développement internationale pour générer les capitaux permettant le financement de grands projets d'infrastructure, générateurs d'emplois et d'amélioration de la capacité productrice des travailleurs. C'est la raison pour laquelle les économies du BRICS sont en train de se redresser, pendant que celles de l'Empire britannique s'écroulent. Il faut maintenant agir pour que les gens comprennent les idées d'Alexander Hamilton et que nos gouvernements abandonnent les conceptions économiques de l'Empire et joignent les pays du BRICS.